Katie, Alfredo, Jessica, Yulen et Ryan ont tous un point commun. Ils sont tombés dans un puits quand ils étaient enfants, des destins tragiques. Les puits sont des cavités souterraines, circulaires et souvent étroites, creusées à la verticale pour atteindre les nappes d'eau souterraines. Ces puits sont une véritable catastrophe, car ils sont autant de pièges pour les animaux et les hommes quand ils sont à ciel ouvert. En France, on a pris conscience des risques liés à ces puits et ils sont le plus souvent sécurisés ou condamnés. Mais il y a encore des efforts à faire. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais dans cette zone commerciale, je venais faire quelques courses, je me suis garé ici et j'ai repéré cette plaque d'égout qui était mal positionnée. Comme je suis sensible à cette cause, je me suis approché et effectivement j'ai constaté que la plaque d'égout était pas très bien mise et qu'il suffisait qu'un enfant saute dessus pour que la plaque bascule et l'enfant tombe dans le puits. Donc le lendemain, je suis revenu avec des gants et un pied de biche et je suis venu remettre la plaque correctement. Elle est sécurisée en plus puisqu'elle a un loquet et une fois qu'elle est mise en place correctement, il n'y a plus du tout de danger. On peut sauter dessus, marcher dessus, il n'y a plus aucun problème. C'est donc un danger qui a été supprimé et qui était pourtant à côté d'une zone commerciale à très forte fréquentation le samedi, notamment les week-ends. Ce puits est maintenant sécurisé. Vous pouvez faire la même chose et sécuriser un puits ou un trou si vous en trouvez un, ou si vous savez qu'il y en a un qui existe et qui peut être un potentiel danger. D'après les autorités américaines, il y aurait entre 20 et 30 millions de puits abandonnés dans le monde. Il y a donc encore du boulot et chaque individu peut contribuer à réduire les risques. Pour Katie, Alfredo, Yulen et Ryan, le drame n'a pas eu une fin heureuse. Tous ces drames ont un point commun, ils auraient pu être évités avec du bon sens et de la responsabilité. Voici la première histoire, celle de Katie. Katie est née le 21 août 1945. Elle a bientôt 4 ans quand elle tombe dans un puits d'eau abandonné à San Marino, en Californie. Nous sommes en fin d'après-midi le vendredi 8 avril 1949. Katie joue dans un champ avec sa sœur et son cousin. Elle court dans les hautes herbes, elle est heureuse, mais elle ne voit pas le trou qui l'attire dans ses profondeurs. Katie disparaît dans les entrailles terrestres. Sa sœur et son cousin vont alerter immédiatement les secours et l'affaire est vite médiatisée. Ce sera un des événements télévisés les plus marquants du siècle aux États-Unis. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que son père travaillait dans l'entreprise qui avait creusé le trou en 1903, la California Water and Telephone Company. Il avait récemment participé à un projet de loi qui exigerait la cimentation de tous les vieux puits aux États-Unis. Il était même allé témoigner devant la législature américaine. Sa fille a donc été prise au piège dans un de ces puits qu'il voulait faire fermer grâce à une loi qui imposerait aux entreprises de reboucher leurs puits abandonnés. En quelques heures, un effort de sauvetage sans précédent se met en place. On fait venir des bulldozers, des camions, des perceuses, 3 grues géantes et 50 projecteurs de studio hollywoodiens. Quand on pense pouvoir l'atteindre, on descend une corde dans l'espoir qu'elle s'y accroche. Mais en la lâchant, Katie va descendre encore plus bas. On se remet alors à creuser encore et à une vitesse incroyable. Et plus de 2 jours après, le dimanche dans la nuit, on atteint enfin Katie à 30 mètres de profondeur. Dans sa position, il est impossible de la déplacer. On va alors attacher une corde pour la tirer doucement vers le haut. Malgré les tentatives et les efforts incroyables pour la sauver, elle ne sortira pas vivante de son piège. D'après le médecin légiste, Katie semble être morte d'asphyxie après sa 2e chute le vendredi soir. L'attente pour les parents et la famille a dû être insupportable. La responsabilité de l'entreprise California Water and Telephone Company a clairement été défaillante. Mais je n'ai pas trouvé d'informations sur une éventuelle condamnation. Je n'ai pas non plus trouvé d'informations sur le rebouchage des puits abandonnés et d'une législation existante. Mais apparemment, c'est un problème encore bien présent dans les campagnes américaines et d'ailleurs partout dans le monde. Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé en 2021 une subvention d'1,15 milliard de dollars aux États pour qu'ils rebouchent les puits orphelins, ceux qui n'ont plus de propriétaires. Le 10 juin 1980, en début de soirée, Alfredo Rompi se promène en famille lorsqu'il demande à ses parents s'il peut marcher seul. Durant sa balade, il tombe dans un puits de 30 cm de diamètre et de 80 mètres de profondeur. Les premiers sauveteurs sont sur les lieux et estiment la position du petit garçon âgé de 6 ans à environ 36 mètres sous terre. Pour vous donner une idée, 36 mètres équivaut à un immeuble de 10 étages.
La première idée, excellente sur le papier, est de descendre une tablette attachée à une corde. Mais la tablette se coince avant d'avoir atteint l'enfant. Et quand les sauveteurs veulent la remonter, la corde casse et la tablette reste au fond du trou. 3 spéléologues tentent alors de descendre la tête en avant pour retirer la tablette, mais les 3 n'y parviennent pas. Pour une raison unique, le passage est beaucoup trop étroit pour qu'un adulte y passe. On décide alors de creuser un puits parallèle plus large, d'une profondeur de 40 mètres, pour creuser ensuite une galerie jusqu'à l'enfant. Mais encore une fois, cela se révèle un désastre. Le forage, avec les vibrations qu'il engendre, fait glisser Alfredo de 30 mètres supplémentaires. On arrive quand même à glisser un tube distribuant de l'eau sucrée jusqu'au garçon. Pendant ce temps, la télévision italienne diffuse en direct le drame et tient en haleine l'Italie tout entière. Une foule, rassemblant par moments plus de 10 000 personnes, avec marchands ambulants de nourriture et boissons, est venue s'amasser autour du lieu du drame, ralentissant considérablement les efforts de secours. La maman, elle, ne crache pas devant les caméras et cela lui sera vivement reproché par la presse conformiste de l'époque. Un autre sauveteur, très mince, Angelo Di Ceri, va réussir à descendre la tête en avant et atteindre Alfredo. Il essaye de fixer un harnais sur lui, mais la tentative échoue. Angelo gardera des séquelles physiques à vie à cause de la position tête en bas qu'il a maintenue pendant la descente puis la remontée pendant plus de 45 minutes. Quant au forage du puits de secours, il est ralenti par la dureté de la roche et le bruit et les vibrations semblent gêner Alfredo. Le 3e jour, la voix du garçon, retransmise par un microphone, s'affaiblit et s'éteint au petit matin du 13 juin 1980. Ce drame a suscité beaucoup de questionnements sur l'éthique d'une retransmission en direct. Au début, la retransmission espérait une fin heureuse, mais au fil des jours, le côté malsain d'une intrusion sur les souffrances des proches a été vivement critiqué. La maman, en 2021, 40 ans après le drame, a rappelé que, je cite, « La culture de la prévention fait encore défaut à un niveau généralisé en Italie ». Des rues, dans différentes villes italiennes, ont été baptisées rue Alfredo Rampi. Jessica se promène dans le jardin de sa tante quand elle tombe dans un puits de 20 cm de diamètre. Elle va se retrouver coincée à 7 mètres de profondeur, une de ses jambes ramenée au-dessus de sa tête. Nous sommes le 14 octobre 1987. Dans l'arrière-cour se trouve un puits très profond et ce puits est à ciel ouvert. La tante n'a pas conscience du danger et laisse Jessica se balader toute seule. La petite tombe en mettant un pied dans le trou et une de ses jambes est ramenée au-dessus de sa tête, ce qui semble suggérer qu'elle n'aurait pas vu le trou. Elle va donc glisser dans la cavité et se retrouver coincée à 7 mètres sous terre. Immédiatement, les secours arrivent, suivis des médias, qui vont faire vivre le sauvetage à toute l'Amérique. Les parents sont effondrés, mais les secours s'organisent très vite et vont décider de forer un puits en parallèle. Il sera plus grand et permettra d'envoyer un homme chercher la fillette. Mais problème, dès qu'on creuse, il y a de la roche, et les marteaux-piqueurs se cassent les dents sur cette roche dure. On appelle alors un ingénieur minier qui fait venir une foreuse avec une technologie récente pour l'époque, la découpe au jet d'eau. Les sauveteurs gardent continuellement le contact avec Jessica et lui font chanter des berceuses. Durant 45 heures, on va creuser si vite qu'on arrive à la hauteur de Jessica. Les sauveteurs l'entendent même chanter Winnie l'ourson. Un couloir raccorde enfin la fillette et pour éviter qu'elle ne tombe encore plus bas, on coince un ballon dans le trou. Robert O'Donnell sera le sauveteur qui descendra dans le trou et il peut enfin extirper de son piège Jessica. Après avoir passé 56 heures sous terre, elle sera remontée vivante. C'est le soulagement dans tous les États-Unis. Jessica est emmenée à l'hôpital où on craint de lui amputer la jambe à cause de sa position au fond du puits. Finalement, l'amputation de la jambe est évitée, mais un orteil devra être enlevé pour stopper une gangrène naissante. Le drame a toutefois eu un dommage collatéral. Robert le sauveteur se donnera la mort à l'âge de 37 ans en raison du développement d'un trouble de stress post-traumatique après le sauvetage. Jessica a aujourd'hui 36 ans et ne garde aucun souvenir de cet événement. Uline détient le triste record d'être tombé le plus profondément dans un puits.
Nous sommes le 13 janvier 2019, près de Totalan, pas très loin de Malaga, en Espagne. La famille de Julen se rend à une petite fête sur la propriété de David Serrano. L'homme prévient la famille de l'existence de trous de forage, mais ne semble pas mesurer le risque de la présence de ces trous. Il dira en conférence de presse « Je craignais juste que quelqu'un s'y torde le pied ». David voit le danger uniquement de son point de vue personnel, comme beaucoup le font. Un des puits n'est pas très loin de la table des convives. Il a été foré en 2018 par une entreprise qui n'avait pas les autorisations pour le faire. Il a une profondeur de 109 mètres avec un diamètre de seulement 25 cm. L'idée est de trouver de l'eau pour une future culture d'avocatiers et de manguiers. Alors que tout le monde s'affaire, Julen, âgé de 2 ans, court sur le terrain, son père derrière lui, pour le ramener sur sa chaise. Julen va alors se glisser entre des parpaings qui sont censés condamner l'accès au trou et va tomber dedans. Le père, ne voyant plus son fils, va se pencher et l'entend pleurer, mais fait tomber par inadvertance du sable, puis il ne l'entend plus. Les hurlements de la mère et du père alertent des randonneurs qui se trouvent sur un chemin à côté du terrain et qui appellent immédiatement les secours. Julen est tombé les bras au-dessus de lui et va faire une chute de 71 mètres. Ce n'est pas une chute d'un bloc. Julen a dû être ralenti en heurtant les bords, son corps a dû frotter les parois. Les gardes civils espagnols arrivent mais ne semblent pas croire à cette chute dans ce trou si minuscule. Le lendemain, les secours descendent une caméra. À 73 mètres, ils trouvent un sac de bonbons et un gobelet qui appartiennent bien à Julen. Mais la caméra ne peut pas descendre plus bas car un bouchon de terre obstrue le passage. Est-ce que Julen est en dessous, vivant? Le sol est instable car sablonneux et il faut agir avec prudence. Un forage d'un puits parallèle commence. Le 16 janvier, des cheveux sont retrouvés dans le trou et l'analyse ADN confirme que c'est bien l'enfant. L'attente devient insoutenable. Les médias suivent le drame 24 heures sur 24. Les parents de Julen parlent à la télévision pour dire qu'ils ont encore de l'espoir de le retrouver vivant. Le 17 janvier, le forage est suspendu car les éboulements sont beaucoup trop fréquents. On décide, le lendemain, de creuser 2 tunnels après avoir réduit le niveau de la colline de 15 mètres, mais le forage est ralenti à nouveau à cause de la roche de schiste très dure. Ce n'est que le 26 janvier, à 1h25 du matin, 13 jours après la chute, que les secours trouvent le corps de Julen entre 2 couches de terre. L'affaire a pris un tournant assez malsain par la suite. Les parents de Julen diront qu'ils n'ont pas été prévenus de l'existence de ces puits. Le propriétaire David affirme que si, il avait prévenu que des trous existaient sur la propriété, mais qu'ils étaient sécurisés. Il demande une confrontation avec les parents. Le père admet que le propriétaire lui en avait bien parlé une demi-heure après leur arrivée, alors qu'il préparait le repas, et qu'il avait été rassuré que ces trous n'étaient pas accessibles, car sécurisés. On demande à l'entreprise chargée du forage des preuves de la sécurisation de ces trous. L'homme d'affaires Antonio Sanchez assure qu'il va transmettre les plans de sécurité au tribunal, qui les attend encore. 1 an après, coup de tonnerre, David, le propriétaire du terrain, par l'intermédiaire de son avocat, affirme que ce n'est pas la chute qui a tué Julen, mais bien les coups de pioche des sauveteurs. Le traumatisme crânien ne correspondrait pas, semble-t-il, à une chute, mais bien à des coups de pioche. Et il affirme également que les parents de Julen sont tout autant responsables que lui de ne pas avoir surveillé leur enfant. Pour éviter un procès, la famille et le propriétaire tombent sur un accord. David Serrano est condamné à 1 an de prison et devra verser 180 000 € aux parents. À ce jour, il est insolvable et ne peut plus payer cette somme à la famille. Son terrain est invendable car il n'est pas immatriculé légalement. L'affaire continue. Julen, lui, victime d'adultes irresponsables et de la loi de Murphy, est parti rejoindre les étoiles depuis bien longtemps. Nous sommes le 1er février 2022. Ryan, âgé de 5 ans, tombe dans un puits profond de 32 mètres. L'affaire sera très médiatisée et traumatisera le monde entier. Ryan vit au nord du Maroc, dans la région montagneuse de Chefchaouen. Dans cette région connue pour sa culture de cannabis, qui est l'une des principales ressources pour les habitants, il existe de nombreux puits servant à irriguer ces plantations. Le papa de Ryan travaille à restaurer l'un de ces puits, alors que son garçon joue à côté de lui. Pendant un moment d'absence du papa, Ryan, pour une raison inconnue, tombe dans le puits. Ses parents le cherchent et découvrent ses empreintes autour de la cavité. Ils vont alors l'entendre au fond du trou. Le père descend une lampe de poche avec une caméra pour le localiser. C'est le début pour la famille d'une insoutenable angoisse pour essayer de le sortir de ce piège. Les autorités sont informées et les secours arrivent. Certains volontaires tentent de descendre, mais impossible d'aller jusqu'au garçon car le trou large de 45 cm en surface se rétrécit ensuite et n'autorise plus un adulte à passer. Ryan est encore conscient, mais il faut faire vite. Des bulldozers et des camions arrivent
et commencent à creuser un puits de secours. Le sol est instable et la progression est extrêmement lente, parfois 20 cm seulement par heure, à cause des nombreux arrêts pour sécuriser le sol et éviter tout effondrement. Dans le puits, on envoie des tubes à oxygène, de l'eau et une caméra pour surveiller la santé de l'enfant. La foule envahit les abords du lieu du drame et entonne des chants et des prières. Et les médias, bien sûr, s'emparent de l'affaire. Les images passent en boucle sur la télévision marocaine, puis algérienne, puis dans tous les médias nord-africains, puis dans tous les médias internationaux. Tout le monde retient son souffle pour le jeune garçon. Le 4 février, on atteint le niveau où Ryan se trouve, mais les secouristes vont mettre encore plusieurs heures en raison d'un rocher bloquant le passage. Les experts n'arrivent plus à déterminer si le garçon est encore en vie. Ce n'est que le 5 février, vers 22 heures, qu'on atteint enfin l'endroit où se trouve Ryan, malheureusement sans vie. En quelques jours, Ryan sera devenu le visage du Maroc, d'un peuple solidaire qui a tout mis en œuvre pour sauver cet enfant, l'enfant de tous. Bien évidemment, il y a des histoires qui finissent bien comme celle de Jessica. Et il y en a plein d'autres. Celles qui finissent mal ont, je pense, une portée bien plus pédagogique et une sensibilisation importante sur cette cause, et c'est pour ça que je vous en ai parlé dans cette vidéo. N'oublions pas les victimes silencieuses de tous nos pièges, les animaux de toute taille qui peuvent tomber justement dans ces trous, dans ces puits, et qui laissent la vie. Il faut aussi honorer tous les secouristes du monde entier qui prennent des risques extrêmement dangereux pour sauver des vies. Et la meilleure façon d'éviter les drames et de préserver nos secouristes, c'est d'être vigilant et responsable autant qu'on peut le faire. Je vous salue bien bas. Je vous embrasse très fort. À très vite sur YouTube.